Alors d'abord, bonjour, bienvenue pour cette soirée d'innovation. Merci à vous d'être fidèles à tous ces rendez-vous qu'on a ensemble depuis presque 6 mois maintenant. Alors pour ceux qui nous rejoignent ce soir, bienvenue à vous aussi. Ce sont des soirées qu'on organise depuis 6 mois avec Share Africa et c'est une manière aussi de vous parler autrement des 54 pays du continent, de raconter une Afrique innovante avec des talents qui en sont issus. N'hésitez pas à suivre d'ailleurs la programmation des soirées d'innovation jusqu'au forum qu'on organisera en juillet prochain à la Maison de la Radio. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour cette soirée cinéma. Alors, bien sûr, les salles obscures nous manquent terriblement ici à Paris, mais en France, en Afrique, elles sont ouvertes, notamment à Dakar, à Cotonou, à Douala, d'où vous nous regardez peut-être. Et bien le bonjour chez vous en passant. Entre l'Afrique et le cinéma, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Il y a quelques années encore, il n'y avait plus de salles dans certaines villes. Celle du Maroc se comptait sur les doigts d'une main quasiment. Au Cameroun, les 2 dernières salles avaient fermé en 2009, pas de public, des piratages en masse, pas de soutien des autorités. Et pourtant, pendant toutes ces années, les Africains, les Africaines aussi, ont continué de tourner. Les salles ont rouvert différemment. On va en reparler. Les films ont changé. Bref, on assiste à une transformation du secteur qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer avec vous ce soir. Sachez que vous pouvez nous poser vos questions via le chat avec le petit onglet juste en dessous. Je vais vous présenter sans plus tarder nos invités qui nous accompagnent tout au long de cette soirée en partenariat avec Trace. Ils sont avec nous en direct. D'abord, Calista Si. Bonjour Calista. Vous êtes l'une des 100 femmes les plus influentes du monde selon la BBC. Vous avez écrit et réalisé Maîtresse d'un homme marié, série qui a fait beaucoup parler sur le continent et même au-delà, on le verra tout à l'heure. Karine Barclay, elle est également avec nous. Elle a fondé, entre autres, le pavillon Afrique au Festival de Cannes. Bonjour Karine, il fait encore jour chez vous, je crois. Bonjour, Aïda. À vos côtés également, Betty Sulty-Johnson, elle est vice-présidente Content Distribution de Trace, notre partenaire. Content Distribution, c'est l'unité de Trace spécialisée dans la vente des droits de contenu afro-centrés. Devrait nous rejoindre, je l'espère, Serge Abessolo, l'une des figures du cinéma gabonais, 20 ans de carrière. Je crois qu'il a lui aussi quelques problèmes de connexion, mais on ne désespère pas de l'avoir avec nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et on va rentrer tout de suite dans cette thématique concernant le cinéma africain. D'abord, un mot sur l'offre de cinéma en Afrique, un plan large sur cette Afrique. Pour comprendre vraiment ce que représente le cinéma aujourd'hui en Afrique. À quoi ressemble l'offre actuelle et comment est-ce qu'elle a évolué? Peut-être une première question pour Calista. À quoi ressemble le cinéma africain aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Le cinéma d'aujourd'hui ressemble beaucoup à ce que nous sommes. C'est un cinéma qui est chargé d'espoir, qui veut vraiment briser la manière dont on avait avant de raconter l'Afrique, de nous raconter. Et comme toute nouvelle chose, moi je dis nouvelle parce que l'audiovisuel aujourd'hui, avec les séries entre autres, c'est tout nouveau pour nous au Sénégal. On est en train de se construire en fait. On est en train aussi d'être identifié par le public. Donc c'est beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de manquements. Mais la force réside au fait qu'on y croit et qu'on se donne tout le temps les moyens d'arriver à faire quelque chose de magnifique parce que quelque part, on sait qu'on est capable de rivaliser avec des productions venues d'ailleurs en fait. Alors justement, Karine, en quoi est-ce que le cinéma africain est-il différent d'un cinéma européen ou d'un Hollywood? Qu'est-ce qui caractérise ce cinéma? Je ne sais pas si on peut parler vraiment de cinéma africain, mais certainement qu'on peut parler de cinéma d'Afrique. Et je pense que les cinéastes n'ont pas envie d'être enfermés dans un genre, dans une manière de filmer. Et un cinéaste, ce qu'il fait, c'est son art. Il le fait avec ce qu'il a à l'intérieur, avec aussi tous les ajouts qu'il a pu avoir dans sa vie à l'étranger, sur le continent, dans son propre pays. Et je crois que c'est pour ça qu'il est aussi divers, mais qu'il raconte en fait une réalité qui puise son âme dans l'Afrique profonde. Et c'est ce qui fait qu'il est différent et que maintenant, il est si recherché parce que c'est un autre goût que les cinémas qu'on voit en général à Hollywood et éventuellement en Europe.
Alors justement, Betty, je rebondis sur ce que vient de dire Karine. Est-ce que le cinéma africain est davantage recherché aujourd'hui? Est-ce qu'il est à la mode pour faire trivial? Je pense qu'il y a vraiment une africanisation du contenu et ça, depuis plusieurs années, on le sait de par la volonté d'investir et de former les nouveaux talents d'Afrique, bien entendu, et aussi d'offrir une offre plus élargie. À une époque, l'Afrique, les Africains avaient comme option d'aller voir des films chinois, de Nollywood, des films hollywoodiens aussi. Donc, ça crée une diversité, certes, mais maintenant, il y a ce besoin de représentation et du coup, cela permet de créer, de s'inventer, de se raconter ses propres histoires, d'avoir cette vraie proximité avec soi, avec son devenir, avec son avenir. En fait, c'est une façon de prendre son avenir entre ses mains. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de Nollywood, on évoque souvent Nollywood, mais est-ce qu'un Nollywood francophone existe, Calista? Bah oui, il peut exister. On est en train de le construire en fait, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes marchés, le même marché que le Nigeria, qu'on n'a pas les mêmes réalités. En général, les anglophones ont calqué un modèle qui est très rapide, très autonome, qui permet beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'inventivité. Ils n'ont pas de peur en fait. Alors que nous, on est très dans le formel, on est très dans l'attente, on est très dans les choses hyper carrées et que maintenant on s'octroie beaucoup de folie, on s'octroie beaucoup d'audace en fait. Et ça se fera, mais il faut poser beaucoup de jalons pour arriver à ça, notamment au niveau de la formation, surtout des techniciens, entre autres, notamment au niveau des financements. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, mais on a montré que c'était possible, en fait. Donc, pour moi, on va avancer avec des choses qui seront beaucoup plus faciles, des choses qui seront beaucoup plus rapides à faire. Donc, cela va se faire, hein, ce sera avec nous, avec la jeune génération qui viendra après. Ce qu'on a réussi, c'est de faire en sorte que le public puisse s'identifier à des contenus faits par des francophones. Avant, c'était compliqué. La majeure partie des produits qu'on regardait nous venaient d'ailleurs et étaient doublés en français, en fait. Et aujourd'hui, on a des produits, même si c'est des produits qu'on tire de notre propre dialecte, parce que nous, on travaille avec le Wolof qu'on double en français, mais quand même, ça reste des produits qui nous viennent de pays francophones, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir honte d'aller apprendre, il n'y a pas à avoir honte de se parfaire. Et quelque part, c'est ce qui nous retarde, en fait. C'est ce sentiment de penser qu'on sait faire mieux que les autres, qu'on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, de par le monde, on sait que niveau série, les États-Unis, voilà, ils font du bon. On a beaucoup de pays qui arrivent. Et si on regarde aujourd'hui, l'Espagne ou l'Italie, c'est des pays qu'on ne comptait pas et qui aujourd'hui nous offrent des produits, des productions de qualité. Cela veut dire que tout un chacun à la table, disons, de ce cinéma-là qui se veut mondial, tout un chacun à sa place. Il faut juste se donner les moyens d'accéder à cette table-là. Alors, je vais tout de suite dire bonjour à Serge Abessolo qui nous a rejoint et on est très content de vous avoir, Serge. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous nous entendez, Serge. Ok, vous pouvez nous parler normalement. En tout cas, je vous vois. On vous voit. On ne vous entend pas encore, mais on ne désespère toujours pas de vous entendre. Eh bien, on va continuer quand même. Mais Serge, vous nous faites un petit signe dès que vous avez rétabli la connexion, on sera là. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Calista, justement, parce qu'effectivement, on parlait beaucoup de Nollywood, mais l'Afrique francophone, elle aussi, a ses atouts et ils ne sont pas des moindres. Mais dans cette offre dont on parlait à l'instant, il y a aussi quand même la distribution et la diffusion des œuvres justement réalisées par des Africains. Plusieurs dizaines de cinémas ont rouvert ces dernières années, alors qu'on n'en comptait plus dans certaines capitales. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ce qui ne marchait pas hier, c'est-à-dire qu'hier, on avait le problème de pas de public dans les cinémas, ben, on les ferme. Qu'est-ce qui fait que ce qui ne marchait pas hier peut marcher aujourd'hui avec ces nouveaux cinémas qui arrivent? Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? C'est vraiment une volonté politique, en fait, d'abord.
Parce que quoi qu'on dise, la distribution, entre autres, s'il n'y a pas d'infrastructure pour ça, ça peut être compliqué. Et pour les infrastructures, ce n'est pas un producteur qui pourra se lever pour les créer, en fait. C'est d'abord une volonté politique. Et ensuite, le reste, aujourd'hui, moi, je l'appelle le cinéma identitaire. Il est bien pour des gens du continent de voir des produits qui ressemblent à leur quotidien, en fait. Même si aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens pour du lundi au vendredi, tous les jours, mettre du contenu. Je parle notamment du Sénégal aujourd'hui, mais on travaille pour ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est écouter aussi ce public qui a besoin de se voir, en fait, et qui aime aujourd'hui savoir que tout ce qu'on crée fait partie de son quotidien, en fait, de la Côte d'Ivoire au Sénégal, en passant par le Burkina. Aujourd'hui, nous avons les mêmes réalités sociales, en fait. Et il est facile aujourd'hui de contenter ce public-là si on leur donne des produits, les produits qu'ils attendent, en fait. S'il s'agit de la distribution des salles de cinéma, entre autres, ça, c'est une volonté étatique et qui doit mettre les choses qu'il faut. Nous, dans notre secteur d'activité, quelque part, on n'attend pas l'État, en fait. Quelque part, c'est un secteur, on est dans le secteur privé. On a des fonds et des financements qui sont privés, qui quelque part ne plaisent pas forcément au public, mais c'est l'alternative qu'on a trouvée aujourd'hui pour donner à ce public-là un contenu, en fait. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas forcément à notre niveau, en fait. D'accord. Alors, je vais peut-être poser la question également à Karine concernant cette distribution. Et là, en fait, il y a plusieurs possibilités qui intéressent parce que quand on parle de cinéma, aujourd'hui, on voit bien que le cinéma, il y a les salles obscures, mais pas que. Il y a des films qui se distribuent aussi sur des plateformes type Netflix et d'autres. Et puis, il y a les séries. On l'a évoqué en filigrane avec Calista. Donc, ces différentes distributions-là, comment est-ce qu'elles s'articulent en Afrique et comment elles peuvent évoluer? Mais je crois, par rapport à ce que moi je vis à Pavillon Afrique, je crois que maintenant, il y a une approche un peu globale. Les gens ne font pas nécessairement la différence entre une distribution sur une plateforme, une distribution au cinéma. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que leurs films soient vus. Alors, si les cinémas ne veulent pas passer ces films, apparemment, souvent dans les cinémas africains, en Afrique, du coup, il n'y a pas beaucoup de programmation de films africains, ce qui est quand même un comble. Mais du coup, tout le monde se déporte un peu sur les plateformes parce qu'ils pensent qu'ils ont un peu plus de chance. Et on a vu, par exemple, avec Netflix ou Amazon, Netflix, il y a vraiment une offre très, très large de films africains. Donc, ça crée beaucoup d'espoir. Mais je crois que l'erreur serait de se concentrer sur Netflix et de se refermer sur vraiment un seul canal et qu'il faut aussi voir, il y a beaucoup de plateformes, il y en a de plus en plus qui se créent, de plus en plus qui essaient vraiment de proposer du contenu africain. Donc, il faut vraiment voir l'offre globale et essayer de se positionner un peu partout. Si pour l'instant, les cinémas, à part les gros blockbusters nigérians, etc., ils sont un peu frileux ou bien ils ne passent pas assez souvent ou peut-être qu'il n'y a pas une politique comme en France avec un calendrier des passages, donc le cinéma, ensuite les plateformes, ensuite la télé, etc. Mais il y a je pense que c'est encore difficile, Betty pourra peut-être confirmer, je pense que c'est encore difficile pour les films africains, mais que l'offre est en train de s'étendre et que l'appétence est là en tout cas. Alors, je vais refaire une tentative avec Serge. On ne vous entendait pas tout à l'heure. Est-ce qu'à présent, vous nous entendez? Est-ce que vous avez la… Je vous entends. Mais quel bonheur de voir votre voix. Vous Merci voyez beaucoup. Tout à l'heure, on ne vous entendait pas, mais je suis ravie qu'on vous ait. Alors, pardonnez-nous, on a commencé sans vous, mais quand même, on a besoin, on aimerait que vous nous parliez, que vous nous donniez… C'est moi qui voudrais m'excuser, parce qu'en fait, je suis sur un plateau de tournage, justement.
Bah, comme Calista d'ailleurs. Mais bon, écoutez, Voilà, on va profiter de votre présence. Moi, j'aimerais, d'accord. on a un petit peu parlé de l'offre en général, mais j'aimerais parler quand même de votre sentiment à vous sur ce cinéma africain. Est-ce que pour vous, il existe une exception culturelle africaine comme il existe une exception culturelle française dans le cinéma? Ben, je crois que chaque cinéma raconte les histoires de son peuple. Oui, il y a une exception dans le cinéma africain parce que j'estime que ce cinéma raconte les histoires des peuples africains et donc des histoires à travers lesquelles ce public se reconnaît, où qu'il soit. Et voilà, d'ailleurs, j'aime pas parler d'exception. Pour moi, c'est du cinéma, c'est du cinéma. Après, chaque peuple se reconnaît dans les histoires qui sont racontées. Et voilà. Et alors, ces histoires-là, est-ce qu'elles parlent à tout le continent? Je reviens un petit peu sur cette histoire de Nollywood et d'autres cinémas qui sont en train de se construire, mais c'est vrai que pendant un moment, je veux dire, Nollywood monopolisait quand même l'attention, et notamment d'ailleurs de Netflix, de ce genre de plateforme qui finalement, en parlant de cinéma africain, se focalisait sur une certaine partie de l'Afrique et qui oubliait, par exemple, qu'il y avait aussi du cinéma à Dakar, qu'il y avait aussi du cinéma en Centrafrique. Voilà, quel est votre sentiment à vous sur justement ces nouveaux canaux? Est-ce qu'ils peuvent aussi ouvrir les horizons ou alors au contraire, est-ce qu'ils les restreignent? Non, je trouve que ça ouvre les horizons. Vous avez parlé avec Calista tout à l'heure, qui je crois est au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, on voit la percée des séries qui se font au Sénégal, qui ne touchent pas que le public sénégalais. Je veux dire, moi, venant du Gabon, Ah, alors peut-être que vous êtes au Gabon comptoirs dans d'ailleurs. lesquels je me Ah, connais, voilà. Toutes les personnes sont touchées par les histoires. C'est vrai qu'à quelques exceptions près, mais les histoires, qu'elles sont bien racontées, bien jouées, intéressent tout le monde. Je vous ai parlé de Maîtresse d'un homme marié, je vous ai parlé de Cacao, donc, et surtout quand les films sont dits en français. Aujourd'hui, on a le sous-titrage, mais tout le monde se reconnaît à travers ces différentes histoires. mhm. Alors là, je vais me tourner vers Betty. Betty, c'est vrai, ces histoires, elles parlent au continent finalement. Mais qu'est-ce qui manquerait justement pour que cette demande, elle soit davantage continentale que régionale et qu'elle soit peut-être davantage internationale? Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'écrire déjà pour une cible bien précise et donc d'être très local avec des thématiques universelles permettront à une œuvre de s'exporter. Surtout que dans la distribution, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à écrire, un auteur écrit, il va déjà écrire pour un public, il va écrire pour son public, en alimentant son œuvre, son écrit, avec des thématiques extrêmement universelles, telles que l'amour, élever les enfants, enfin, et c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à se reconnaître dans des œuvres, comme disait précédemment Calista, des œuvres espagnoles, parce qu'elles sont universelles, parce que justement elles répondent à des thématiques universelles. Et pour en revenir justement sur le phénomène d'Hollywood, je pense qu'il nous a permis aussi de nous regarder en face, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment, le message de Nollywood, c'était de divertir en touchant le plus grand nombre. Et tout comme beaucoup de pays d'Afrique, l'offre était quand même une offre qui n'était pas une offre qui représentait l'Africain, l'Africaine. C'était des offres d'Amérique latine, d'Inde, de Chine. Et justement, Nollywood s'est construit sur la contrainte. Quand en 1992, l'industrie s'est lancée, donc elle est quand même jeune. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir qu'une industrie francophone pourrait se construire, qu'on pourrait la construire tous ensemble. Donc l'industrie a été créée par Ken Nwebwe de Nollywood. L'idée, au départ, je pense qu'elle était sur la base de la contrainte parce que le système politique du Nigeria, au départ, pendant cette période, ne permettait pas à une audience de se déplacer en sécurité dans des cinémas pour aller voir donc, ces films chinois, ces films de Bollywood et les films hollywoodiens. Et de là, il s'est dit, puisque les acteurs de soap opéra de la chaîne nationale
sont mises à pied, je vais essayer de créer quelque chose. Et c'est de là qu'il a créé le Living in Bondage, qui est devenu un succès incroyable, puisque les cassettes vidéo à l'époque, VHS, ont été vendues. Donc là, il y avait quand même ce système de distribution extrêmement de proximité où on vendait dans la rue, dans les marchés, les cassettes vidéo. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, parce que c'est peut-être la contrainte qui a permis que l'industrie de Nollywood existe aujourd'hui, mais je suis sûre qu'avec les talents, avec notre approche notre approche et notre envie de raconter les histoires, nos histoires, on pourrait créer notre propre industrie francophone africaine. Alors, ça nous amène au message finalement du cinéma africain. Kalice Tassi, est-ce que le cinéma africain, dans le rôle qu'il peut jouer, est-ce que justement ce rôle-là est différent des autres cinémas européens? Par exemple, est-ce qu'on peut expliquer le succès d'une série telle que la vôtre par le message qu'il véhicule et le fait de finalement placer la femme au centre du discours comme vous avez pu le faire? Moi, je me dis que chacun vit et raconte sa réalité, en fait. Aujourd'hui, le cinéma européen raconte une réalité que des gens connaissent, en fait. Et moi, j'ai regardé pas mal de choses. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était quand j'ai pu regarder Sex and the City. Ces femmes que j'ai vues, je les ai vues dans mon quotidien, en fait. Et je me suis dit, tiens, il ne s'agit pas de vivre aux États-Unis pour être des femmes avec beaucoup de tiraillements, en fait. Et je me suis dit, mais c'est possible de montrer ces femmes que je vois tous les jours, en fait. Ces Sénégalaises que je vois qui sont écartelées entre cette femme moderne qu'elles doivent être et ces femmes qui sont retenues par la société. Donc, tout un chacun raconte en fait son quotidien. Et aujourd'hui, on ne vit pas dans la même sphère que des Américains et des Européens. Et pourtant, par rapport à l'universalité des choses, on arrive à se retrouver autour de thématiques en fait. Pourquoi ne pas laisser une place aussi aux Africains de montrer leur vécu, de ne pas forcément se dire que c'est meilleur parce que ça vient des États-Unis, c'est meilleur parce que ça vient d'Europe. Il faut qu'on accepte de regarder ce qu'on peut apporter. Est-ce qu'on dirait, alors je vous pose la question à vous comme aux autres panélistes, est-ce qu'on peut dire que le cinéma a un rôle plus social sur le continent, de sensibilisation, parce qu'on a beaucoup vu aussi que les messages passaient énormément par le cinéma. Est-ce que cette réalité-là, elle est plus importante en Afrique ou pas? Oui. Je pense que c'est beaucoup plus important. Moi, par exemple, c'est ce que je vis avec la série Maîtresse, en fait. C'est beaucoup plus social, en fait. On fait passer beaucoup plus de messages parce que on est à une étape où on doit construire énormément de choses, en fait, par rapport au fait que tout le monde n'a pas le même entendement, tout le monde n'a pas la même vision et qu'il faut aujourd'hui, par le cinéma, permettre aux gens de comprendre comment se déroule en fait la vie pour certains. Je le dis parce que en faisant Maîtresse, beaucoup d'hommes m'ont approché pour me dire on ne savait pas que les femmes vivaient cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes et les hommes vivent à part et qu'il a fallu la série pour que les hommes comprennent quelque part le mal-être des femmes en fait. Donc pour moi, il y a des productions qui ne visent pas cela, mais moi je suis dans un produit qui est beaucoup plus social, que les gens partagent, des gens s'appellent au téléphone après l'épisode pour parler de leur quotidien. Et à chaque fois que je rencontre une personne, la personne me dit, c'est comme si je t'avais raconté mon histoire, en fait. Tout le monde a l'impression de se voir autour de la série, en fait. Serge, est-ce que vous avez vécu ce genre d'épisode aussi est-ce que, par exemple, des gens sont venus vous voir après un de vos nombreux films en vous disant « je ne savais pas que c'était comme ça » et ils s'y sont identifiés et grâce à ça, vous avez pu passer des messages? Oui, je l'ai vécu à plusieurs reprises avec des avis mitigés. Je dois dire, par rapport à ce que dit Calixta, c'est qu'aujourd'hui, notre cinéma est devenu incontournable sur le plan social. Pour revenir à un exemple que j'ai vu, par exemple, lors de la première diffusion de la série Cacao, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Sao Tomé, par exemple. Il me dit, j'ai vu que vous abordez le volet cacao, vous voulez arracher
les herbes pour remettre en place des nouveaux plants de cacao. Nous, aujourd'hui, nous faisons du cacao sous ombrage. Donc, on n'a plus besoin de découper. On peut planter sous les ancêtres. C'est-à-dire, il a vu, et dans la série, on parlait de tout arracher. Et il nous a dit, je vois que vous ne le faites pas. Nous, on se propose de venir vous montrer la technique de comment planter, de faire la plantation de cacao sous ombrage. Vous voyez, par exemple, voilà. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous ont appelés, mais pourquoi vous ne venez pas tourner chez nous? Nous aussi, on est producteurs de cacao, nous avons des plantations de cacao. Et d'ailleurs, les gens dans mon pays, le Gabon, m'ont dit, mais pourquoi vous ne tournez pas au Gabon? Nous aussi, on est cultivateurs de cacao. Et donc, vous voyez, des gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe dans le cinéma. Et je vois que, par exemple, pour revenir à Maîtresse dont on parlait tout à l'heure, c'est devenu vraiment une grosse attraction. Les Africains aujourd'hui avaient besoin de raconter leurs histoires. Les Africains avaient besoin de regarder leurs histoires. On a connu Dallas, on a connu toutes les autres séries. Mais aujourd'hui, ça fait bien de savoir où qu'on soit, un Africain qui est aux États-Unis, qui regarde via YouTube, il est content, il est captivé par ce qui se passe, il voit la réalité de ce qui se passe chez lui. Et aujourd'hui, c'est très important pour ces personnes qui sont coupées du monde de vivre à travers ces films-là les réalités de leurs origines, on va dire ça comme ça. Betty, sur le message et le rôle social du cinéma, et particulièrement en Afrique, est-ce que quelque part le message ne contribue pas aussi à transformer la société? C'est le but de chaque œuvre d'art, j'ai envie de dire. C'est vrai que le cinéma a pour objectif de faire passer des messages. Et je dirais que le cinéma en tant qu'œuvre cinématographique, justement, je pense qu'à un moment donné, on parlait d'une certaine Afrique, en gros. Peut-être que c'était lié au financement que l'on obtenait. Et du coup, il y avait, je pense que le fait maintenant de créer nos propres séries avec des financements alternatifs complètement différents nous permet d'avoir une vraie liberté et de pouvoir parler des Afriques, de pouvoir parler de nous, de pouvoir parler, de pouvoir nous exprimer différemment parce qu'il n'y a pas cette contrainte de financement qui nous mettait dans un carcan, justement, parce qu'à un moment, le cinéma, c'était un cinéma un peu élitiste, un cinéma qui faisait la tournée des festivals, qui n'était pas forcément vue par le grand public. Par contre, là, les séries, l'aspect audiovisuel, la distribution par les plateformes nous permet de toucher directement et de manière avec la plus grande proximité une audience et de répondre aux besoins de l'audience, justement. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que l'audiovisuel, ces séries permettront peut-être d'avoir un cinéma différent, un cinéma un peu plus révolutionnaire, un cinéma beaucoup plus audacieux qui permettra de ne pas rester dans un carcan et dans une certaine Afrique. Alors, du coup, Karine, vous la retrouvez, cette différence dans le pavillon Afrique, par exemple, que vous avez fondé au Festival de Cannes? Je voulais un peu rebondir sur ce que disait Betty et sur la question, alors, est-ce que le cinéma doit éduquer? Je crois que la grande question sur le rôle social, oui. Oui, voilà, un rôle social. Alors, je pense que ça peut créer justement des problèmes avec la censure si on parle du fait que le cinéma va peut-être porter des choses qui n'existent pas dans le pays, comme l'homosexualité, comme ce genre de choses. Et on voit que dans beaucoup de pays d'Afrique, la censure existe, donc comme on l'a vu par exemple avec le film Rafiki, etc. Pour moi, le cinéma est là pour ouvrir les yeux et ouvrir sur d'autres réalités. Et on se rend compte là que les réalités sont les mêmes partout. On a beau vouloir dire que telle ou telle chose n'existe pas en Afrique, que c'est différent, mais l'humanité à la base, on dit que l'humanité vient de l'Afrique, avec Lucie, entre autres. On se rend compte que ce sont les mêmes problématiques, que les gens vivent les mêmes choses, les mêmes souffrances, les mêmes joies, et que ça se montre différemment selon les continents ou les pays où on vit, mais que en fait,
connecter, en fait, des réalités qui disent, ah ben tiens, moi, je ne savais peut-être pas qu'en Afrique, il y avait ce genre de choses. Je ne savais pas que des gens pensaient pareil. Je pensais être seule dans mon coin. Et ça se fait déjà de toutes les façons. On le voit beaucoup dans certains livres de témoignages qui sortent. Voilà, je le fais pour porter à la connaissance, pour que les gens s'identifient. Et quand les gens s'identifient, ça ne veut pas dire qu'on apporte quelque chose de mal ou de différent. C'est que c'est déjà là et on se dit, ah ben tiens, il y a des gens qui me ressemblent et qui vivent cette même réalité. Et je crois que vraiment ouvrir les yeux, on n'est pas dans une optique de dire, quand on fait un film, quand un cinéaste fait un film, voilà, ça c'est bien ou ça c'est mal. En tout cas, il y a une offre et chacun avec son intelligence, avec son éducation, avec beaucoup d'autres paramètres, choisit ce qu'il a envie de voir, choisit ce qu'il a envie de faire. Et il est à noter que personne n'oblige personne à jamais aller voir un film ou à voir une série. Avant de passer à la partie financement, je vais rebondir sur ce que vous dites parce que en Centrafrique, par exemple, en ce moment même, est tournée une série sur une unité de police dédiée à la lutte contre les crimes sexuels en Centrafrique. Et la réalisatrice, une jeune béninoise, disait justement que c'est l'un des rares endroits, le cinéma, où l'on peut parler de ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui restent tabous. Et c'est vrai qu'à travers le témoignage de Calista aussi, on sent qu'il y a certains messages qui ne passeraient pas si ce n'était pas via le cinéma finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord, hein, dans la mesure où je l'ai expérimenté en fait avec la saison 1 de Maîtresse d'un homme marié, où on a fait face à de la critique, la censure et tout, juste parce qu'on avait évoqué la sexualité féminine en fait, cette Comme liberté si elle qu'a une n'existait femme de pas vivre, en fait. comme si elle n'existait pas. Et ça m'a permis de me rendre compte que cette pseudo-liberté, entre guillemets, qu'on promenait, n'était pas forcément réelle en fait. Il a fallu la série pour comprendre que on n'avait pas forcément beaucoup de marge de liberté. Et ça a été très, très difficile. Mais au final, aujourd'hui, la série est regardée et il y a des séries qui sont venues après Maîtresse qui prônent en fait cette liberté d'être soi, cette liberté accordée aux femmes. Et s'il n'y avait pas eu ce premier pas, on n'en aurait pas eu d'autres en fait. Et ça, c'est bien. Pour moi, certains messages ne peuvent passer que par le cinéma. Alors, on va aborder la partie financement parce que c'est quand même l'un des points noirs de l'industrie cinématographique. Et je vais encore vous poser la question à vous, Calista, parce que je crois que vous êtes en tournage et vous devez nous quitter dans quelques minutes. Mais si on parle de financement, par exemple, bon, en l'occurrence, le financement d'une série, pour vous, par exemple, comment ça s'est passé le financement? Est-ce que ça a été une galère? Est-ce que vous avez dû remuer ciel et terre? Et en plus, par la thématique, je veux dire, est-ce que ça a été simple? Et comment vous avez fait? Alors, il faut dire que j'ai remué ciel et terre pour avoir du financement sans l'avoir. Et il a fallu que je tombe sur un producteur qui a décidé de tout miser sur la série, en fait. Il faut dire que ce n'était pas forcément, surtout dans le secteur audiovisuel, c'était compliqué pour une novice d'avoir le financement qu'il faut, en fait. Et que jusqu'à présent, c'est assez compliqué, en fait. Et que quelque part, comme le disait tantôt Betty, c'est les financements alternatifs qui nous ont permis de créer cette industrie-là, en fait, avec le secteur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, notre financement vient en partie de grosses boîtes qui nous délèguent en fait leur budget de communication sur leurs produits, sur des choses du genre. Et c'est cet argent qui nous permet aujourd'hui de produire en fait du contenu. Donc, quelque part, le public n'est pas forcément en adéquation avec ce modèle-là, mais il faut savoir qu'on arrive à faire du contenu qui soit gratuit. Comme je dis aux gens, si vous allez sur Netflix, vous payez, même si vous partagez un compte. Aujourd'hui, le Sénégalais, entre guillemets, est très réfractaire au fait de pouvoir payer pour avoir du contenu. Et si aujourd'hui, on avait trouvé cette alternative-là, je pense que ce serait plus facile pour nous, surtout pour les messages qu'on passe, la publicité, entre guillemets. On aurait pu l'éviter si on avait les moyens de notre politique, en fait. Et cela ne nous vient pas les financements ne nous viennent pas de l'État ou entre autres, mais ça nous vient du secteur privé. Et on a réussi à créer notre propre écosystème.
et on survit grâce à cet écosystème-là. Alors justement, cet écosystème, Karine, est-ce qu'on peut parler de marché véritablement structuré ou est-ce qu'on est encore dans l'artisanat concernant le cinéma africain, comme vient de l'évoquer un peu Calista? Mais pour le financement, souvent l'Afrique francophone fait appel donc au CNC, à l'OIF, au L'Union Fonds européen. européenne? Voilà, donc il y a beaucoup de financements qui viennent de là. Donc, avec ce que ça a de bon et ce que ça a de moins bon, hein. Donc, et de plus en plus, il y a des pays africains, je sais moins pour l'Afrique francophone, mais il y a des pays africains qui essaient de monter leurs propres fonds. Parce que, par exemple, quand il y a des pays qui font des traités entre eux, il faut que chaque pays, ça se passe en tout cas en Afrique anglophone, il faut que les parties prenantes du traité aient chacun un fonds qui leur soit propre. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça montre l'implication du gouvernement, en fait, parce que à créer une vraie industrie du cinéma. Parce que quand on dit souvent que tout à l'heure, donc les gouvernements ne s'impliquent pas, il n'y a pas d'argent qui vient de l'État, ça montre aussi que les gouvernements ne s'impliquent pas dans le fait de se créer leur propre industrie du cinéma qui va leur apporter donc des points de PIB. Je pense que souvent, c'est quelque chose qui leur échappe encore ou dont ils ont une connaissance théorique, mais tant qu'on ne met pas vraiment sur la table de l'argent, des stratégies, c'est compliqué de voir ce que ça rapporte vraiment. Je prends souvent l'exemple d'une toute petite île qui est à côté de chez moi, la Martinique, donc la Jamaïque, qui a une commission du film vraiment qui est très très forte, qui attire beaucoup de productions internationales sur leur territoire, ce qui veut dire que les professionnels du cinéma jamaïcains travaillent avec ces productions internationales en plus de ce qu'ils font eux-mêmes, et ils font des très grosses productions. Et c'est quelque chose, je me dis, un tout petit pays comme la Jamaïque qui arrive, donc des pays avec des paysages beaucoup plus diversifiés, avec comment dire, une histoire encore plus riche. Je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas et que du coup, ils les aident et leurs professionnels du cinéma parce qu'en attirant des productions internationales, ça leur donne du travail et en créant vraiment des films de qualité qui vont faire, qui seront peut-être exportés, qui vont là encore apporter de l'argent aux cinéastes et leur permettre de créer des nouveaux films. Et c'est là, avec l'un des membres de mon conseil consultatif, hein, qui est un investisseur américain, qui veut créer un fonds pour des films en Afrique ou des films africains. J'ai contacté quelques pays africains pour leur dire voilà comment ça marche, etc. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut avoir une réunion? C'était comme si ils avaient vu un peu le diable, hein, je vous assure. La réaction était très... Je n'ai pas vraiment compris la réaction parce que le but, c'était vraiment, voilà, entrons en discussion pour voir comment est-ce que ça peut se faire. On apporte du cash, voilà comment ça va se monter, etc. Alors que les quelques pays anglophones que j'ai contactés ont tout de suite dit Banco, oui, on veut en savoir plus. Même pour en savoir plus, les francophones sont un peu réticents. C'est dû à quoi, d'après vous, Karine? C'est dû à quoi? Une méconnaissance du secteur? C'est dû à quoi? Vraiment, là, je suis restée un peu bouche bée parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Franchement, je ne sais pas. Je dois dire que je ne sais pas. C'est un mystère, alors. Je me suis posé la question. Pardon? C'est un mystère. Oui, c'est un mystère parce que refuser d'engager une conversation avec quelqu'un qui vous dit, ben voilà, je peux apporter des fonds, je peux créer un fonds qui va aider les gens sur le continent. Et c'est moi qui ai dit donc à John, qui est le financier, ben moi, je veux inclure les francophones. Parce que bien sûr, lui, il est américain, il pense aux anglophones. Et moi, je suis toujours en train de défendre les francophones. Ben oui, il faut les inclure, il faut faire en sorte que eux aussi, ils en bénéficient. Là, je me dis,
Mais C'est alors, dommage. bah oui, c'est dommage, bien sûr, ça fait quand même enfin voilà, une possibilité justement de financer, puisqu'on sait que c'est là où le bas blesse. Mais concernant ce financement, il y a quand même une autre voie qui est aussi celle des banques. Oui, Serge, vous vouliez intervenir peut-être? Oui, je voulais dire par rapport au financement, je voulais quand Oui, même tirer mon chapeau à la Côte d'Ivoire qui a pu mettre en place le fonds SIC. Vous voyez, il n'y a oui. pas beaucoup de Avec les fonds pays comme européens. ça chez nous. Pardon? C'est avec Avec les des fonds fonds européens, je européens. crois. Oui, mais je veux dire, ça existe déjà en Côte d'Ivoire. Au Gabon, par exemple, il n'y a aucun fonds. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que le cinéma n'intéressait pas? Mais lorsqu'on voit ce que l'audiovisuel apporte, au Gabon, par exemple, on perçoit des sommes que reversent certains diffuseurs, qu'on a mis sous forme de redevances audiovisuelles. Mais je veux dire, on ne soutient aucune œuvre cinématographique. Autant les diffuseurs reversent cette redevance chaque mois, c'est quand même une somme colossale, mais il n'y a aucun fonds qui soutienne une seule œuvre cinématographique au Gabon. La plupart du temps, on est appelé à aller vers l'OIF et d'autres organismes. Sinon, ça va être, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, les entreprises privées, c'est ça qu'il disait, les entreprises privées, mais qui parfois n'ont pas un budget conséquent pour une production. Et donc, du coup, on remarquera, par exemple, il y a de moins en moins de films qui se font au Gabon. Autant on peut regarder aujourd'hui tout ce qui se passe au Sénégal, je préfère parler on va rester en zone francophone, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a des pays où les choses bougent. Aujourd'hui, aucune banque, là je parle du Gabon, aucune banque ne vous prêtera un centime pour faire un film. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on ne croit pas au cinéma? Mais en même temps, moi je vois des directeurs de banque qui vous disent: Ah, j'ai vu votre film hier, c'était formidable. Mais dès que vous revenez avec un projet, on n'y croit pas. On hésite, on se dit non, mais ton film ne marche pas, comment tu me rembourses? Donc aujourd'hui, il est important qu'on mette en place aussi dans ces zones-là, et c'est l'occasion de voir avec ces fonds qui nous viennent d'Europe, de jeter parfois un petit regard dans cette zone d'Afrique centrale, parce que nous recevons très peu de subventions qui nous viennent de ces fonds-là. N'est-ce pas, Karine? Je crois que le message a Ouais, je été pense qu'il entendu. faudrait, Mais moi, je je pense voudrais qu'il faire faudrait réagir, l'adresser à vos clients. je voudrais faire réagir Betty parce que dans ce que vous dites, il y a deux choses dont j'aimerais bien qu'elle me parle. De par son expérience à Trace, elle a quand même aussi pas mal de choses à nous dire sur ce financement, justement, sur ce secteur. Donc, quand on entend le témoignage de Karine qui nous dit, voilà, je viens, j'ai des fonds à proposer, derrière, ça ne suit pas. Il y a une différence en plus entre la zone francophone et la zone anglophone. Est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas le secteur, qu'on n'a pas compris l'intérêt d'avoir un secteur cinématographique qui cartonne et toutes les retombées qu'il peut y avoir derrière? Et puis aussi les banques, parce que quand même les banques, comme l'a très bien dit Serge, quand vous leur présentez un projet, ah, c'est formidable et tout, mais dès qu'il s'agit de mettre la main à la poche, il n'y a plus personne. Oui. Effectivement, aujourd'hui, moi, en tant que distributrice, notre rôle, en fait, on est comme des commerciaux, on est intermédiaire entre le créateur et les diffuseurs. Le but pour nous, c'est de toujours essayer de défendre un projet, de le pitcher au meilleur jour, de mettre en avant les retombées qu'un projet pourrait avoir pour une chaîne, pour une audience. La façon de travailler, c'est que effectivement, on peut se tourner vers des fonds, effectivement, mais aussi régulièrement, on contacte des chaînes qui font du préachat sur un projet, sur la base d'un projet, et qui mettent de l'argent. Donc, on a une approche, comme diraient les anglophones, très commissioning. Donc, on pitch un projet, on essaie de dégager des fonds, on essaie vraiment de jouer à des commerciaux, et c'est pour ça que la fonction de distribution dans l'écosystème de la production est importante. Aujourd'hui, penser à se lancer dans la production d'un film sans penser à signer un mandat de distribution avec un distributeur, c'est aussi se mettre des bâtons dans les roues, parce que ce mandat de distribution permettra d'avoir une certaine crédibilité vis-à-vis des fonds qu'un producteur peut demander. Et surtout, aujourd'hui, notre rôle, c'est de communiquer autour d'un programme en utilisant les réseaux sociaux,
en utilisant différents modes alternatifs qui peuvent être le crowdfunding, ça peut être, comme disait Calista, on peut utiliser du brand content. Il y a différents modes alternatifs d'arriver à ces fins, plutôt que d'attendre uniquement les fonds. Il est important de défendre son industrie et de remplir des dossiers de subvention, mais il est aussi essentiel de penser à se tourner vers des privés. Parce qu'au bout du compte, se retourner vers des privés, c'est aussi avoir une forme de liberté dans sa création. Je suis assez optimiste parce que nous sommes de plus en plus de distributeurs à se battre pour les intérêts des créateurs et des producteurs, et à rencontrer des personnes, des industries, des organismes qui peuvent être des ONG par exemple, qui peuvent être des entreprises privées qui sont prêts justement à mettre des fonds pour constituer, créer une industrie et surtout faire en sorte qu'une œuvre puisse être viable et être créée justement. Alors pour qu'une œuvre soit je pense que j'aurai après besoin faut... des coordonnées de Betty. Comme ça, elle va nous trouver des partenaires pour qu'on puisse travailler. Ben, c'est très bien. Je m'appelle Betty. C'est à ça que ça sert en même temps, les panels comme ça. C'est aussi des mises en relation. Oui, oui, Serge, il faut qu'on talonne Betty, hein, parce qu'elle pourra nous décharger un peu. Et comme vous avez Betty et vous avez Karine aussi qui peut vous aider. Mesdames, j'ai une doléance. Oui, je voudrais juste ajouter. Excuse-moi, Karine. En fait, il y a le réalisateur qui est face à moi, qui croise les doigts pour me dire on commence le deuxième clap. Est-ce que tu n'as pas fini? Je dis oui, j'arrive. Donc, à un moment, je vais prendre congé de vous. Vraiment, je m'excuse, mesdames. Betty, je ne te lâche pas. Je sais où te trouver. Calista, on est dans la même ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Serge, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci au réalisateur pour sa patience. Choukran. Je dois merci aussi beaucoup. Y aller parce qu'on est dans les mêmes contraintes là. Oui, j'ai bien compris. Écoutez, c'est les joies du cinéma et de l'audiovisuel. Hein, donc, voilà, on comprend bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nous, on va poursuivre un petit peu avec Karine et Betty. Merci à tous les deux. Je voudrais juste qu'on évoque quand même la fraude et le piratage, parce que quand on parle justement de ce qui peut aussi faire en sorte que on n'a pas confiance et que le banquier aussi ou les financeurs peuvent ne pas avoir confiance, peuvent être inquiets pour leur retour sur investissement, c'est ces fraudes et ces piratages. Alors, quelle est l'importance du piratage et comment lutter contre ? Alors, je voudrais juste revenir rapidement sur les financements, parce qu'il y a deux autres sources de financement auxquelles on pense, mais peut-être pas assez de manière structurée. C'est les placements de produits et l'intégration des marques. Et ça peut vraiment rapporter beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons faire un panel, enfin une présentation pendant Pavillon Afrique au Festival de Cannes sur comment mettre en place ce marketing dès le lancement du projet, c'est-à-dire avant de même commencer à tourner, engager des marques, engager des placements de produits, etc. Et ce sont vraiment deux choses complètement différentes qu'on confond quelquefois et qui peuvent être source de bons financements pour des films, puisque vraiment ils en ont besoin. Donc, pour répondre à votre question, la fraude, le piratage, c'est un mal absolu. Voilà, c'est un mal absolu, le piratage. Je sais qu'au Nigeria, par exemple, ils mettent en place des actions coup de poing tout le temps pour essayer d'y faire face. Mais je ne sais pas, je ne connais pas vraiment le sujet, donc je ne connais pas l'ampleur. Je sais que c'est très gros, mais je ne sais pas vraiment les chiffres. Et il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place avec la blockchain, par exemple, mais c'est encore à l'état de projet. Donc, c'est vrai que c'est un mal absolu, par exemple, pour une distributrice comme Trace TV avec Betty, qui ne peuvent pas avoir le retour sur investissement, tout simplement à cause du piratage. Betty, justement, vous qui êtes concernée au premier chef, j'ai envie de dire.
On fait vraiment attention, justement, ça fait partie un peu de nos process, on est au courant que le piratage existe. Il y a une solution qui est utilisée, qui est celle, parce que le digital permet de visionner des programmes à l'instant T, justement. L'idée, c'est de sauvegarder le programme, le contenu, sur une plateforme et de privatiser ce contenu et d'en être propriétaire. À partir du moment où on a fait cette action, il n'y a aucun souci par rapport personne ne peut s'octroyer l'œuvre en question. Donc, je prends l'exemple de YouTube. Imaginez que vous soyez distributrice d'un programme, vous l'uploadez sur YouTube en privé avec vous comme propriétaire et à ce moment-là, il n'y a aucun souci de piratage en soi. Donc, il y a une façon de détourner ce système qui continue à grandir puisque évidemment, nous avons des plateformes officielles comme Amazon, comme Netflix, mais on a bien connu il y a quelques années, des plateformes pirates qui étaient créées parallèlement à ces plateformes. Mais il y a bien un système qui existe. Alors, j'ai une question également sur l'impact du digital, parce que l'Afrique est quand même l'un des continents les plus connectés. C'est même le continent qui a été le premier à avoir plus d'utilisateurs de téléphones mobiles que d'abonnés au fixe, ce qui induit aussi de nouveaux usages et de nouveaux contenus du coup. Est-ce que vous croyez, vous, en l'avenir justement du contenu digital, par exemple, même des films tournés sur portable, comme on le voit de plus en plus avec des festivals de films tournés au portable? Est-ce que vous y croyez, ça, ou pas? Je pense que c'est un passage, j'ai envie de dire, obligé. À l'époque, lorsqu'on voulait tourner un long métrage, on passait par le court métrage. Je pense que c'est un passage pour s'entraîner, s'exercer, communiquer autour de son œuvre, de ses idées. J'y crois dans ce sens. Pour moi, c'est une étape pour grandir et pour se perfectionner. Et vous, Karine, vous n'avez pas encore eu des contenus tournés au portable dans votre pavillon Afrique? Ça ne saurait tarder? Non, pas encore. Nous sommes encore des bébés, pavillon Afrique a 1 an, bientôt 2 ans. Non, on n'en a pas encore eu, mais je pense que c'est une mode. Je ne sais pas si qui va toucher peut-être un certain public. Je ne sais pas si j'ai envie de regarder des films entiers, peut-être des films, des courts, mais des films entiers d'1 heure, d'1 heure et demie tournés au portable. Je ne sais pas. Alors, je dois vous dire que la qualité est quand même assez bluffante, surtout avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, et qu'il y a des festivals comme le Mobile Film Festival, par exemple, qui existent aujourd'hui en Afrique, et que la qualité des images est quand même assez bluffante parce qu'on peut tourner en 4K, enfin c'est assez dingue quoi, ce qu'on peut faire. Ça, c'est une parenthèse. Je voudrais conclure, avant de passer aux questions justement des internautes, je voudrais conclure sur une question d'actu, puisqu'on est en crise sanitaire. Quel a été l'impact du coronavirus sur justement l'industrie cinématographique en Afrique, puisque c'est vrai qu'en France, on voit le coup d'arrêt qui a été mis, mais aujourd'hui, en Afrique, les cinémas ont rouvert, les tournages ont peut-être été ralentis, mais pour autant, quel a été l'impact sur l'industrie cinématographique, peut-être Betty? Oui, je pense que l'impact a été présent. Je parle pour expérience parce qu'on avait pré-vendu une série à une chaîne, tout se passait bien et quand la Covid est arrivée, tout s'est arrêté. Donc je pense que ça s'est passé un petit peu comme en Occident. Il y a eu un impact réel. Il est évident qu'il y a eu des retombées, comment dirais-je, comme il y a eu des arrêts, ça ne nous a pas permis d'avancer sur cette série en question. Et aujourd'hui, les personnes reviennent au tournage, se remettent à tourner. Donc, je dirais que la reprise a été beaucoup plus rapide sur la zone Afrique. L'impact est là. Il y a l'impact même au niveau du storytelling, au niveau de l'écriture, puisqu'il y a des histoires autour du coronavirus. Typiquement, un réalisateur ghanéen m'a fait part d'un programme autour d'une histoire d'amour pendant le coronavirus. Donc, il y a aussi cet aspect de message, d'éducation, parce qu'on ne sait pas si ça va revenir ou pas. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un impact sur la communication, sur l'écriture et aussi sur les arrêts
des productions. Mais ça a l'air d'avoir repris. Et pour vous, Karine, pour la prochaine édition justement de votre pavillon Afrique au Festival de Cannes, est-ce qu'il y a eu des conséquences à l'heure où on se parle? Oui, alors la première conséquence, c'est que l'année dernière, on a carrément annulé Ah oui, l'édition 2020 et cette année, nous allons préparer une édition virtuelle puisque on ne sait pas du tout si les Africains, donc qui sont notre cible première, pourront voyager. On ne sait pas du tout. Les Américains, ils voudraient bien venir, mais peut-être en ordre dispersé parce qu'ils ne savent pas non plus. Il faudra attendre la dernière minute pour savoir les conditions de voyage, les conditions de la France, en fait. Donc, c'est un peu frustrant quand même parce qu'on a envie de se retrouver en présentiel. Après donc l'annulation, on était vraiment heureux de se dire, voilà, on va commencer. Mais bon, on aura quand même comment dire, le lancement qui aura lieu à l'UNESCO en présentiel. Donc, voilà, ça va faire un petit ça va souffle, faire un du petit bien. plaisir. Voilà, ça va faire du bien, tout à fait. Alors, j'ai quelques questions des internautes avant de clore cette soirée d'innovation. J'en ai j'en ai deux pour Karine, mais je pense que Betty, vous aurez aussi une réponse à apporter. Karine, quelle est la différence, puisque vous avez évoqué tout à l'heure les deux autres pistes et forcément, on a eu pas mal de réactions autour. Quelle est la différence entre le placement de produits et l'engagement des marques, vous demande Raki. Le placement de produit, c'est quelque chose de vraiment ponctuel. À la limite, vous allez mettre un projet de je ne sais pas quoi, etc. Alors que pour l'engagement des marques, ça se fait dès l'écriture du scénario, très, très en amont. Et les marques s'engagent non seulement à donner de l'argent, à sponsoriser le film, mais peut-être qu'ils seront ils seront notés, leur nom sera dans le film, qu'ils vont, comment dire, c'est vraiment très complexe. En fait, ce sont des offres qui sont packagées de telle sorte que selon la marque, donc c'est pas juste mettre un produit pour qu'on le voit. Selon la marque, elles apportent vraiment des choses différentes, même avec leurs followers sur les différentes plateformes, etc. Donc là, vous en saurez vraiment plus pendant notre événement sur Pavillon Afrique, pendant le panel que je vous invite à suivre. On aura vraiment une spécialiste qui ne fait que ça et qui pourra vraiment indiquer comment, au stade de l'écriture, si on implique des marques, là, ce sera beaucoup plus avantageux. Et bien sûr, l'implication, ce ne sera pas 5 000 $ ou 10 000 $, ce sera beaucoup plus parce que ce sera vraiment une présence plus forte. Et du coup, Betty, dans les films que vous distribuez chez Trace, est-ce que ça prend de plus en plus d'importance, ces financements, on va dire, alternatifs? Oui, pas forcément dans le cas des placements de produits, mais je pense par rapport au financement au niveau des ONG et des privés, des personnes privées, pas forcément des marques en soi. Je pense que les gens sont de plus en plus débrouillards, ils veulent raconter leurs histoires, ils ont soif de partager des expériences et ils sont prêts à aller rencontrer des privés, des personnes, des individus qui se feraient un plaisir de devenir des coproducteurs avec leur nom au générique de début et de fin. Une dernière question pour Karine. Karine, pour les fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, où il n'y avait pas visiblement d'engouement de la part de vos interlocuteurs, comment nous, Ivoiriens, pouvons-nous en bénéficier, vous demande Missa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour en bénéficier, il faudrait que la Côte d'Ivoire participe donc à ce fonds, enfin, on travaille ensemble sur ce fonds. En fait. C'est pas ouvert comme ça à des réalisateurs, à des producteurs privés. Donc, c'est un fonds qui est créé avec le pays et avec donc des fonds américains et qui ensuite sont utilisés dans le pays ou avec le pays. Donc, malheureusement, je contacte la Côte d'Ivoire et j'espère que ce sera possible. Si je puis me permettre, oui, allez-y, oui, Betty. Oui. En tant que producteur ivoirien, il y a la possibilité, bien sûr, d'inscrire son programme à l'EIF.
Il y a un nouveau fonds aussi qui s'appelle l'OIF TV5 Monde Plus. Et il y a aussi le fonds ACP et il y a aussi le fonds FONSIC aujourd'hui. À côté de cela, il y a aussi des fonds développés avec l'Institut français. Il y a aussi des fonds qui sont financés par les sociétés de gestion collective françaises ouvertes à des pays d'Afrique. Et c'est vrai que passer par un distributeur permet réellement d'avoir accès à ces informations, à ces fonds. Des informations qui sont capitales en fait, mais effectivement quand elles sont diffuses comme ça, on a un peu de mal à comprendre où ils se trouvent et comment les mobiliser. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes les deux d'être restées avec nous donc, sur cette soirée de l'innovation. On voit bien que l'Afrique n'a pas besoin d'Hollywood et que justement les choses sont en train de changer grâce aux Africains eux-mêmes. Merci donc à tous aussi de nous avoir suivis pour cette soirée d'innovation. En attendant bien sûr le forum Cher Africa qui aura lieu début juillet à la Maison de la Radio les 2 et 3 juillet prochains. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt.